Bonsoir, heureux de vous retrouver dans vos salons pour célébrer les 32 ans de Papier Plume Parole. Papier Plume Parole, 32 ans d'existence. Autour de cette table d'éminents écrivains, et cette émission sera co-animée avec mon confrère de la télévision sénégalaise 2STV, Sadakan, avec qui j'ai une complicité de plusieurs années, depuis plus de 20 ans, nous nous connaissons. Et ce soir, nous allons animer cette émission pour les 32 ans de Papier Plume Parole. Autour de cette table, Jean-Pierre Pourtier qui nous arrive de la France. Il est poète, sculpteur, philosophe. Monsieur Alioune Fantouré, écrivain guinéen, il nous vient de Vienne et il est dans cette émission. Nous allons présenter ses ouvrages. Vous avez monsieur Thierno Monenembo qui est un habitué de Papier Plume Parole et de notre confrère journaliste écrivain Bios Diallo de la Mauritanie. Comme vous voyez, mesdames, messieurs, c'est un plateau alléchant et international et nous allons vous offrir quelques idées émanant de ces invités, de ces sommités littéraires qui sont dans notre capitale depuis quelques temps pour célébrer les 32 ans de cette émission. Et en commençant cette émission, nous avons de la pensée pieuse pour M. Alimou Kamara qui nous a quittés jeudi dernier, dont l'inhumation a eu lieu vendredi dernier à Conakry. Bonsoir Sada. Bonsoir. Bonsoir chers invités. Avant d'aborder cette émission, mesdames et messieurs, j'ai des ouvrages d'Alioune Fantouré, Le Cercle des Tropiques, que vous connaissez, qui est très célèbre ici, dans les lycées, dans les collèges et puis dans les universités guinéennes. Alioune Fantouré, Présence africaine. Vous avez Le Voile ténébreux de Mohamed Alioune Fantouré, Présence africaine. Vous avez L'Homme du troupeau du Sahel, Alioune Fantouré, Présence africaine. Vous avez Le Gouverneur du territoire, Alioune Fantouré, roman, Présence africaine. Vous avez L'Arc-en-ciel sur l'Afrique, Alioune Fantouré, Présence africaine. Il est fidèle à la Présence africaine. Hein. Et sauf celui-là, Siècle de Pygmée, toi. Là aussi un roman publié chez Publibook. Et le dernier qui vient d'ailleurs de sortir, qu'on a créé ici. Et vous avez Hiver des migrants d'Alioune Fantouré, publié chez Publibook. Donc, comme vous voyez, il est venu à Conakry avec plusieurs livres qu'il a publiés chez Présence africaine. Il a été fidèle à Présence africaine, sauf pour les deux derniers, publiés chez Publibook. Vous avez aussi cet ouvrage, ce livre, De la naissance au mariage chez les Peuls de Mauritanie de Bios Diallo, préface de Cheikh Hamidou Khan, publié chez Kartsala. Bios Diallo est journaliste écrivain venant de la Mauritanie. Vous avez aussi les mots, pour les dire, de notre ami Jean-Pierre Pourtier, qui est poète, philosophe, sculpteur, peintre, un artiste complet. J'avais oublié de vous présenter celui-là, Le récit du cycle de la vallée des morts, qui fait partie, je crois, d'une trilogie publiée par Alioune Fantouré, Présence africaine. Sada, comme vous voyez, c'est alléchant ce soir. Très bien, c'est alléchant, surtout on a de grands écrivains sur ce plateau-là, et puis surtout les étudiants qui sont là avec nous dans le studio. Et je pense qu'on va avoir une bonne interaction entre ces écrivains qui sont là et ces étudiants. Parce que moi, j'ai été étonné, vraiment, de voir comment cet engouement des étudiants vers ces écrivains, surtout Alioune Fantouré, qui a quitté, il avait 15 ans quand il a quitté la Guinée, et de voir qu'ils ne le connaissaient pas, mais sûrement qu'ils le connaissaient par ses livres, et qu'ils l'ont retrouvé avec un plaisir qu'ils ont exprimé à tout moment. Il a été carrément enlevé, et voilà. Enlevé, envoyé. Ok, oui. Alioune Fantouré, je commence par vous. On entend Alioune Fantouré. Pourquoi Alioune Fantouré? Vous appelez Mohamed Alioune Fantouré. Effectivement. Fantouré. Est-ce que c'est comme Monenembo, c'est un nom d'emprunt, d'écrivain? Oui, effectivement. Au départ, je me disais, bien sûr, Touré suis-je, mais beaucoup ont compris enfant. Or, enfant, c'est moi aussi. Bon. Alors, oui, normalement, alors je me suis dit en ce moment-là, j'ajoute fan, c'est-à-dire tolérant. Dès le départ, je me suis juré que jamais dans mon livre, on ne trouvera la haine dedans. On peut se défendre, on peut chercher la vérité, la solidarité, mais pas la haine. J'ai suivi ça dans toute mon œuvre, par le fait que je sois d'abord, disons, économiste industriel, travaillant dans un système qui n'admet pas les divisions des groupes. Alors ce fond-là, pour moi, mais encore plus propre que n'importe quel de mes livres.
Sada? Oui, moi je voudrais juste poser une question. Je toucherai aussi Monenembo. parce qu'on sait que vous êtes parti de la Guinée à l'une quand il a 15 ans. Toi aussi, vous vous êtes exilé, comme de nombreux écrivains guinéens, pour fuir le régime en place. Alors comment, comme il dit, dans ce que vous écrivez, on ne peut pas voir ce qui vous a fait partir. Lui, il dit qu'il exclut tout sentiment négatif. Comment cela peut-il se faire que ce que vous écrivez ne puisse pas, en même temps, vos sentiments transparaître de ce que vous écrivez? Je pense que cela transparaît un peu en filigrane. Hein. La toile de fond de tous mes livres, c'est quand même la dictature. C'est pareil pour Alioune Fantouré, c'est pareil pour William Sassine. C'est cela qui nous anime, c'est cela qui a bouleversé notre vie, c'est cela aussi qui nous a poussé vers l'écriture. Il y a une cause, la cause structurelle de notre travail d'écrivain, c'est évidemment la dictature. Je pense que sans la dictature, on n'aurait pas écrit. C'est un filigrane. Évidemment, ce n'est pas explicite, on n'a jamais décrit anatomiquement la structure du régime de Sékou Touré, ni la personne de Sékou Touré, mais il est là en présence, en filigrane, il est présent en filigrane. Aussi bien chez Alioune Fantouré que chez moi. Mais je pense qu'on a dit à un moment donné, les critiques littéraires ont dit à un moment donné que vous étiez à la tête, en fait, les écrivains guinéens. Il y a toi, il y a Alioune Fantouré, William Sassine et le Congolais Sonila Boutanzi. On a estimé à un moment donné que vous êtes à la tête de ce concept de mettre en exergue la présence des guides providentiels en Afrique. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs lui qui commence ça, puisque oui, en 72 déjà. Le cercle des tropiques en 1973. 72 ou 73. Et effectivement, c'est lui qui inaugure justement ce cycle-là. Et nous étions obligés, nous étions pratiquement condamnés, cette génération-là, à décrire les dictatures africaines. Et cela, tu l'as dans Crapaud Brousse. Dans tous mes livres, dans la plupart de mes livres. Et vous savez, l'Amérique latine a vécu la même chose. Dans les années 60, les dictatures pleuvaient en Amérique latine, et les écrivains d'Amérique latine se sont jurés d'écrire au moins un livre sur la dictature. Et chacun l'a fait. Et il n'y a pas très longtemps que Mario Vargas Llosa a écrit le book, le book, quelque chose comme ça, qui décrit une dictature de l'Amérique latine. Et ce qu'on a fait, on ne s'est pas concerté d'ailleurs, mais c'est venu spontanément, aussi bien chez moi que chez lui, que chez Sonila Boutanzi, que chez Jean-Marie Adiafi en Côte d'Ivoire. Oui, qui a carte d'identité. Voilà. Ok, Jean-Pierre Poutier, c'est la première fois que vous foulez le sol guinéen. Vous êtes là pour les 32 ans de Papier, Plume, Parole. Je disais que vous êtes poète, vous êtes philosophe. Et vous avez publié ce livre que j'ai lu à Carla, Les mots pour les dire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, les mots pour les dire? Puisqu'on parle d'écriture, vous faites la sculpture. Est-ce qu'on peut nous... On peut considérer que la parole, ça ne vient pas comme ça. En fait, il s'agit, par la sculpture, par la peinture, il y a une forme de langage qui s'exprime, mais un langage qui est muet. Ce n'est pas un langage qui est ouvertement dit, manifesté, mais malgré tout, l'artiste, quand il s'engage dans cette voie, avec un « e », quelque part, il y a quelque chose qui l'oriente, vers lequel il va se déployer, et petit à petit, cette forme de voix dans laquelle il va s'engager va faire voix de parole et va déterminer chez lui une façon d'ouvrir un langage et d'ouvrir à la lettre, ce que j'appelle à la lettre, c'est-à-dire une écriture. Petit à petit, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se déploie de l'être, de l'individu. Et moi, ce qui m'intéressait un peu dans cette forme d'expression, dans la peinture et dans la sculpture, mais j'ai mis longtemps à comprendre ça, j'ai mis plusieurs années, et je me suis rendu compte que je m'engageais dans un gouffre qui était l'individu. Mais l'individu, on est une forme de... Vous l'exprimez par la politique ou par la dictature. Qu'est-ce que c'est que ces êtres qui nous imposent la dictature? Qu'est-ce qui se passe en eux pour qu'ils agissent ainsi comme ça? Et c'est tout ça qui m'intéresse. C'est cette forme-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui engage l'être dans une voie qui n'est pas la sienne,
qui est inhumaine, qui bien souvent prend une orientation qui les dépasse, en quelque sorte. Parce que souvent, quand on regarde l'individu politique ou l'individu humain, c'est ce que je dis souvent, mon maire chez moi, au Carlabaille, je trouve qu'il est très sympathique, je l'adore, mais comme homme politique, je le déteste, parce qu'il a quelque chose d'inhumain en lui qui le fait agir. Et c'est cette interrogation-là qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe en travers l'individu qui fait qu'il y a quelque chose qui le fait dériver? Et la peinture et la sculpture, en m'orientant dans cette voie, je me rends compte que toutes les contradictions qui étaient inhérentes à mon être, et c'est ces contradictions que je parle dans le livre. J'essaye de ramener l'individu à quelque chose d'extrêmement petit pour essayer d'extirper tout ce qui peut être grand dans l'être, en quelque sorte. Voilà. La base, c'est quelque chose qui s'appuie sur ça. Moi, je voudrais lui poser une question en ce qui concerne la création. Qu'est-ce que vous a amené votre voix? Qu'est-ce qui vous a glissé de la création artistique vers la création littéraire? Je veux savoir quel a été le cheminement. Pourquoi aussi? Parce que, évidemment, la création, on admet que Dieu est le seul créateur et il vous donne une parcelle de ce pouvoir, vous qui savez créer. Mais on sait aussi que Dieu crée par la parole, et que la parole peut-être est plus puissante que ces œuvres sculpturales que vous faites. Alors, quelle est la raison de ce glissement philosophique, tout ça, vers la création par les mots? Je dois vous avouer que c'est l'inverse qui s'est passé chez moi. C'est que au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quelque part, cette voix, ce corps, m'entraînait vers un concept. C'est comme si la langue était déjà en moi. Donc, il y a quelque chose de la parole qui vient émerger indépendamment de moi. C'est comme si cette parole existait déjà en moi, et c'est la peinture et la sculpture qui vont peu à peu la révéler. Alors ça rejoint un peu moi j'ai travaillé en psychiatrie. Ils n'ont pas été des passerelles, la peinture et la sculpture n'ont pas été des passerelles vers... C'est une passerelle parce que au bout de... Alors au début, évidemment, je ne le voyais pas, ça ne se voit pas comme ça, il n'y a rien qui apparaît. On se dit, mais pourquoi on représente toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes choses qui se répètent? Vous avez si vous faites de la peinture et de la sculpture, je vous invite à le faire personnellement, vous verrez que vous allez répéter quelque chose indéfiniment de vous et qui sera une vérité. Et c'est cette vérité-là qui, quelque part, m'intéresse d'extirper. Parce que, en fin de compte, au début, elle fait très peur, parce qu'on se dit, mais je deviens fou, c'est pas possible, je vais vers la folie, là. Eh bien, non. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on n'est pas fou, qu'on ne devient pas fou, et on peut poursuivre sur ce cheminement avec une espèce d'expression qui nous dépasse. Voilà. Dernière question, est-ce que avec l'écriture, votre message a eu plus de plénitude, plus d'amplitude? Complètement. Voilà. Complètement. J'ai l'impression que c'est un aboutissant, en fait. Très bien. Voilà, hier, le professeur Marie Gassama me disait, parlant de peinture, parlant de votre communication, qu'effectivement, quand on regarde l'œuvre, parfois on se dit, quel est le sens de cette œuvre-là? Quel est le sens de cette peinture? Voilà. Birs Diallo, heureux de vous retrouver ici à Conakry. Vous avez écrit de la naissance au mariage sur les peuls de la Mauritanie. Mais je voulais souhaiter, en retrouvant Tierno, en retrouvant Enfant Touré, par expérience, quelle est la quintessence que vous pouvez tirer des ouvrages que vous avez lus de ces deux messieurs? Pour moi, c'est un énorme plaisir que de pouvoir réaliser ce rêve-là ici avec vous, en votre compagnie, parce que vous êtes des aînés, vous m'avez beaucoup inspiré, Sada et vous, pour les animations. Grâce à vous, j'ai eu la passion journalistique et à mon retour en Mauritanie, après avoir passé une dizaine d'années en France, j'ai créé une émission qui s'appelait Mauritanie Plus. C'était une émission littéraire, donc qui faisait venir des auteurs et tout ça. J'aurais bien aimé... Elle n'existe plus? Non, elle s'est arrêtée parce que tout simplement, bon, après j'ai
été nommé au ministère de la Culture comme chargé de la fonctionnaire. communication. C'est fonctionnalisé. Et puis, oui, bon, ça arrive Fallait souvent, ce continuer, sont fallait les pas aléas. arrêter. Non, mais exactement, non, mais c'est parce qu'on m'a piégé, parce qu'on m'a dit, bon, voilà. Mais non, c'est pas un piège. Moi, j'ai été directeur national, j'ai jamais de la culture, j'ai jamais arrêté l'émission. J'ai été conseiller spécial du Premier ministre, mais j'ai jamais arrêté l'émission. Oui, non, mais, ça, là-bas. oui, non, mais ce sont les conditions, c'est l'espace qui diffère. On m'avait dit, bon, d'accord, au moment où on voulait me nommer comme conseiller au ministère de la Culture, j'avais posé la condition quand même que, bon, cette émission, elle devient une vitrine, elle devient importante et tout, j'ai besoin de la garder. On m'a dit, non, il n'y a pas de problème, vous allez garder votre émission sur cela. Mais au bout de 2 émissions, on m'a dit, vous savez, c'est un peu compliqué que vous puissiez garder votre émission, puisque vous recevez des auteurs, vous recevez des écrivains, des artistes, des musiciens, etc., qui par moments ont des discours un peu durs ou un peu des discours qui ne collent pas tellement avec le Ça régime. complique la tâche. Alors donc, avec le pouvoir, piège. et si vous invitez ces gens qui viennent, qui vont parler du ministère de la Culture, vous savez, les artistes, les écrivains et surtout les musiciens, ce sont les plus révoltés d'entre tous. Donc ils ont tout le temps des choses à reprocher ou à revendiquer davantage à leur ministère de tutelle. Donc si vous laissez ces gens s'exprimer d'une certaine manière, on dira que vous faites venir des gens qui nous tapent dessus. Et si vous laissez, vous défendez le ministère ou vous parlez d'une certaine manière, on va croire que vous défendez le ministère. Donc c'était un peu compliqué. On m'a dit, bon, écoutez, ça va être, vous ne pouvez pas être juge parti. Par la suite, on m'a demandé tout bonnement, poliment, bon, on l'arrête un moment et puis on verra après. Donc voilà comment Vous êtes dans le rouleau compresseur. Du voilà, piège. voilà comment le glissement s'est fait. Mais j'ai trouvé la ruse, la parade, en créant un festival littéraire qui s'appelle Traversée Mauritanite, qui fait venir chaque année des écrivains, des auteurs d'un peu partout à travers le monde. Nous avons reçu Ken Bougoul, Cheikh Hamidou Kane, Boubacar Boris Diop, Sami Tchak, Louis-Philippe Dalambert, Nafissatou Diadio, Felwine Sarr, et j'en passe. C'était pour moi une opportunité de pouvoir donner cette parole-là aux auteurs. Et donc, j'aurais bien rêvé recevoir Alioune Fantouré qui a bercé mon enfance par les lectures, de la même manière que nous l'évoquions ce matin avec William Sassine, qui m'a amené à l'écriture que je connais en Mauritanie également, Thierno Monenembo, etc. Parce que tout simplement, ces gens ont façonné ce que nous avons ou ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Vous aviez parlé de vos débuts d'écriture, dans l'écriture et comment vous avez été amené à l'écriture. Mais oui, il faut toujours qu'il y ait un déclic. Le déclic chez vous, ça a été le départ, cette aventure de quitter, d'être extirpé de votre terre nourricière et de votre terre sentimentale, d'aller à l'exil. Mais depuis l'exil, vous continuez à parler, à reproduire vos pensées, vos cultures et vos identités et ce que vous aviez de plus cher à défendre. Et nous nous sommes lancés dans cette lancée aussi. Quand j'ai commencé à écrire, c'était une écriture de douleur de départ. À travers ça, il y a eu la poésie, à travers ça, il y a eu la fiction. Et cet essai-là, dans la naissance au mariage chez les Peuls, ne déroge pas tellement à la règle, parce que tout simplement, il fallait parler d'une population qu'on croyait non existante ou n'étant pas là, etc. Donc, en parlant de la naissance au mariage chez les Peuls, c'est une écriture toponymique sur un certain nombre de faits et gestes, un peu comme si on reprenait Camara Lai qui parlait de l'enfance et qui au départ n'avait pas été compris par Mongo Betty, qu'il avait charcuté, qu'il avait insulté d'une certaine manière. Mais Senghor a réagi dans... Mais oui, je comprends. Mais dans le fait, noir. absolument. Mais le fait est que lorsqu'on écrit ça, ça ne veut pas dire que le fait politique ou le fait aléatoirement répressif n'existe pas, mais c'est parce que tout simplement, plus que d'être nostalgique de ce fait-là, mais c'est parce qu'il y a une identité forte qui est là. Donc, Camara Lai décrivait cela. Et lorsqu'on lit Dramous également, c'est dans la suite. Et par la suite, lorsqu'on parle de l'enfance, de la naissance au mariage chez les Peuls, je donne le cursus, le parcours d'un enfant qui grandit dans un espace et forme une identité. Et c'est ça qui a impressionné, ou en tout cas qui a intéressé Cheikh Hamidou Kane, qui a accepté gracieusement de préfacer ce livre, parce qu'il y a retrouvé son enfance d'enfant du Fouta, ayant grandi dans cette... Et son inquiétude, c'était que est-ce que de la même manière qu'il posait la question dans l'aventure ambiguë, est-ce que ce que nous apprenons vaut ce que nous oublions ? Est-ce que le fait d'aller à l'école française, à l'école occidentale, vaut forcément les cultures, les identités que nous oublions, que nous sommes là en train de perdre? Et là-dessus...
Il a dit dans Les Gardiens du Temple qu'il a sorti 35 ans après Oui, l'aventure, qu'on peut apprendre sans oublier. Exactement, sans oublier. Il a dit ça. Et c'est là qu'il y a eu le recoupement entre le travail que Tcherno a fait sur le Peul, parce que tout simplement, j'ai beaucoup apprécié ça, et au moment où il le préparait, nous en avions échangé et tout. Donc, il y a là une quintessence du parcours du Peul, ou d'une identité X, qui n'exclut pas d'autres identités, mais qui est en complémentarité avec les autres identités où il vit. Parce que, par exemple, quand vous regardez chez les Peuls, par exemple, j'ai fait sciemment exprès de mettre Peul de Mauritanie. Et quand on regarde là-dedans, partout, il y a ce qu'on appelle en pulaar djigoré, c'est-à-dire le fait d'emprunter. Les Peuls en Guinée, vivant avec des Soussous, des Moussi et tout ça, il y a des emprunts. Les Peuls vivant en Mauritanie, suivant la région, s'ils sont au Guidimara, ils ont des emprunts avec l'espace soniqué. S'ils sont dans la région nord avec les Maures, ils ont des emprunts avec l'espace Maure. Et ça, c'est ce qu'on appelle djigore, c'est-à-dire djigare, prendre de l'autre, mais non perdre soi. Mais c'est s'adapter, du coup, dans le langage même expressif. Vous avez des mots pulaars qui sont empreints souvent soit de soniqué, soit de Maure, comme ici, ils pourraient emprunter du Soussou, au Sénégal du Wolof et au Mali du Bambara. Donc c'est tout ça qui fait la fierté de pouvoir écrire ces identités plurielles qu'il faudra défendre et qu'il faudra vraiment mener à bien, parce que c'est à travers les identités, c'est à travers la diversité qu'on peut construire des peuples stables qui se respectent dans leurs différences, dans leur individualité. Voilà, c'est ces différences qui font que nos pays existent, puisque c'est la diversité qui fait la richesse de notre pays. Je rappelle, mesdames, messieurs, que sur ce plateau, vous avez madame Brigitte Kost, qui nous arrive de l'Allemagne, et aussi Stefania Koubedou, qui nous arrive de la France, qui est italienne d'origine. Et elles sont toutes là pour Papier Plume Parole, pour les 32 ans de Papier Plume Parole. De l'autre côté, sur l'estrade, Désiré Joléa, Marie-Lie Gassama, Sophie Garnier. Tout le monde est là pour cette émission. Monsieur Touré Alioune Fantouré, je ne sais pas, pourquoi le cercle des tropiques? Le cercle. Oui, si vous voyez le globe, il y a une partie absolument donc du cercle entre le nord et le sud, qui sera totalement la neige et tout le reste. Vous verrez que c'est le cercle de la misère. Quand je me trouve aux Philippines, ou quand je me trouve en Colombie, dans tous ces pays, c'est la même chose qui nous entoure. Partout où on va, il y a cette misère. C'est pourquoi au départ, j'ai défini le cercle des tropiques. Et ensuite, j'ai pensé un moment, je dis, mon Dieu, pourquoi cette misère permanente aussi concerne ce continent? Les premiers esclaves qu'on a exportés, ce n'est pas en 1600, 1700, c'est en 1450 et quelques, où la première cargaison d'esclaves ramassée sur la côte guinéenne, parce que la première petite qu'on a enlevée en Afrique de l'Ouest, elle avait 17 ans, on l'a exportée en 1461 ou 62. Au Portugal, on l'a confié à une famille noble, avec un nom totalement portugais, comme tous les Ibériques. Après, dès 1460 et quelques, on ne l'a jamais dit, on le voit seulement au XVIe, XVIIe siècle. On a chargé un bateau de Lagos, c'est pourquoi il y a deux Lagos, le Lagos Portugal et le Lagos Afrique. Le Lagos Portugal a donné son nom au Lagos Afrique, parce qu'on commençait à ramasser les nègres de là, et puis on montait progressivement, on remplissait les bateaux jusqu'au nord. À tel point qu'au XVIe siècle, 10% de la population ibérique était africain. On n'y pense pas beaucoup. C'est seulement après la découverte de l'Amérique que Charles Quint, par un édit, autorisait l'esclavage du noir comme une simple marchandise. Et puis, c'est bien connu, immoral de vendre un être humain. Mais comme les Indiens d'Amérique étaient très faibles, mouraient très vite, et ainsi de suite, on dit pourquoi on ne prendrait pas les nègres? Ils sont plus solides. Alors l'empereur Charles, qui en ce moment a sauté un édit, vendait le nègre comme marchandise.
C'était en 1515. Et puis ça ne s'est plus arrêté. Je pars d'un simple principe que, à partir de cette date de 1515, jusqu'en 1848, le Brésil, c'est seulement en 1898 qu'il a supprimé l'esclavage, dans la réalité. En 1885, on supprime l'esclavage. OK? On dit maintenant, 1885 dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans nos serviteurs? On dit, on va coloniser alors. C'était la suite, ça. Vous n'êtes plus esclave, vous êtes gentil, mais vous allez baisser la tête. Vous travaillez pour nous pour rien du tout. On prépare les indépendants, l'exploitation jusqu'après la guerre, et c'est ça le sujet ici. L'homme du trouble de Sahel. Pour la première fois, les Africains voient que leurs maîtres aussi peuvent baisser la tête devant d'autres. Alors c'est pourquoi la tétralogie commence par le fait que dans ce livre, ce sont les Africains qui vont essayer de mener le troupeau du Sahel partout en Afrique pour le mener jusqu'au port donc, de Libéria. Mais malheureusement, donc, le port n'arrive pas. Et ça commence par ce personnage à Dakar, il est au lycée, il a un camarade d'école qui est fils de procureur général de la République. Ils sont très amis, ils jouent ensemble au foot et tout. Et puis vient un livre assez bizarre à cette époque-là de la colonie, Marx. Alors le capital, son ami lit Marx, il le lui prête. On le surprend, lui on le met à la porte. C'était quel lycée ou bien c'est imaginaire? Oui. C'est pas de la force. Exactement. C'est à cause de cela, à travers le roman, j'ai voulu dire qu'après tout, si la culture est fermée, il n'y a plus de futur. J'y ai beaucoup pensé. Et puis ensuite, la colonisation, donc à partir de 1945, ayant vu la faiblesse du maître, le nègre n'obéissait plus comme avant. Il a fallu arriver à la loi cadre, et puis l'indépendance. Et là, l'homme tout du Sahel et le Sahel d'Éthiopie se rencontrent à un certain point. Je me suis dit toujours le quatrième élément. Donc le nègre à partir de 1460 jusqu'en 1885 à Berlin. 1885 Berlin jusqu'en 1945, quand on relève la tête, on a sauvé en partie les maîtres de ce monde, puisqu'on nous a utilisés comme tirailleurs sénégalais et tout le reste. Nous nous sommes ouverts les yeux pour dire, ah, ce sont des humains aussi faibles que nous. Et puis on a l'indépendance dans les années 60. Nous avons le quatrième élément de l'esclavage pour moi. La dictature africaine. Pour moi, la dictature africaine, l'esclavage, la colonisation, la libération, non, l'esclavage qui commence, la colonisation, la libération, la dictature, ce sont les mêmes éléments du servage. Nous sommes toujours esclaves quand on est pauvre. C'est seulement le jour où on donnera la connaissance à cette jeunesse-ci, qui dit « je n'ai plus besoin d'un maître pour me dire où je vais », quand soudain notre liberté commence. C'est cela qui m'a fait choisir ma profession d'être économiste, mais économiste industriel, pour arriver donc à bâtir. Mais l'industrie devient aussi la propriété des monopoles. Oui. Politique. Donc politique. Bien sûr. C'est un choix absolument total par le fait que quand on est pauvre, on a beau dire, on impose sa vérité. Les dictatures sont nées comme ça aussi. Il faut maltraiter ces nègres pour qu'ils puissent baisser la tête. Celui qui pense, on le tue. Mais on dit au nègre lui-même, tue ton frère, tue ta sœur. Où est la liberté? De là sont sortis donc le set de Tropique, quand je l'ai commencé. Quand soudain, en 102, on arrête nos frères, donc maîtres, enseignants, qu'on enferme les étudiants, et puis ensuite qu'on n'a plus le droit de parler. Les amis qu'on a ne reconnaissent plus. Le père qui disparaît, les enfants qui surveillent, les parents. Peu à peu, on tue. On a tué la Guinée à partir de 1962. Je n'ai pas de haine. C'était fait de telle manière que chacun
était dans un étau. Et cet étau écrase l'individu. Et ainsi donc, j'étais vraiment désespéré. Je travaillais dans une organisation absolument extraordinaire qui commençait l'Union européenne, la Commission économique pour l'Afrique. Mais quand je dormais le soir, j'avais des pleurs dans le cœur. Moi, pourquoi pas eux? Je ne suis pas différent d'eux. Je passais un concours pour entrer à la Commission économique pour l'Afrique. Pardon, économique européenne. On me prend parmi ce qu'on dirait les élites. Pourquoi ceux qui sont entrés, on les tue? C'est ainsi qu'en 1968, exactement, j'ai commencé CD Tropique. Et ainsi, ça a continué. Et quand en 1968, on a commencé à tuer tout le monde, et puis 70, 111, j'étais à New York. On commence à arrêter ce que je connaissais. C'est la même que j'ai vu à qui mon papa m'avait confié pour aller en Europe. Je ne veux pas citer ce nom, on les tue. On commençait, et puis immédiatement aussi, la guerre de Kippour qui commence à tuer. Le Vietnam, on tue. On tue partout. Et pourquoi? En ce moment-là, j'ai commencé... Le cycle des tropiques. Non, le récit cycle de la vallée de Bois. Le récit du cycle. Ça se passe en 3 heures. Dans un théâtre fermé, mais c'est le sud qui va vers le nord. Dans ce théâtre, on enferme tout. Ça commence par une sorte de tam-tam, on tape partout, et puis mais on voit le piédestal, un monstre qui monte sur le piédestal au-dessus, il commence à dire « je vais pousser cette natale » dans la ruine totale, même à installer des micros dans la tombe pour que je puisse entendre ce que les morts disent contre moi. Alors, mais c'est un monstre. Et puis quand il quitte, les piédestals sont des êtres humains qui se relèvent et se confrontent. Pour moi, j'arrête là. Et puis ensuite, maintenant, pour ceux qui concernent la tétralogie, j'ai voulu dire, nous ne sommes pas comme on pense nous sommes. Ce petit groupe qui s'organise, ça commence par la guerre 39-45. Et après, le personnage qui se prend pour trop sérieux déjà, ses parents, sa famille, vraiment l'écrase disant « tu ne peux rien devenir sans respecter ta tradition ». Il l'écrase totalement et redevient ce qu'il est. Quand il revient maintenant à la maison, c'est déjà un leader, mais pas un leader donc de la, comment on dirait, qui détruit, mais qui pense qu'il devient syndicaliste. Et ainsi donc, un personnage commence à apparaître tout gentil. Bon. On le verra plus tard. Lui aussi, le livre se termine exactement la tétralogie, c'est le jour de l'indépendance. Et il se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça ce qu'on va appliquer dans mon pays. Donc après, disons, 20 ans de combat, son dernier discours c'est ça, et sa femme est en rêve parce que les deux sont vraiment tenus la main jusqu'au même quand il a arrêté. Et mais toujours, lorsque je termine mes livres, le jour même de l'indépendance, quelqu'un lui tire dessus. Pour qu'on ne dise pas, mais alors, ceux qui sont là, est-ce que c'est mon personnage? C'est pourquoi je récupère chaque fois mes personnages, pour que jamais on le compare jusqu'au jour où ils auront l'éducation, la liberté. Peut-être ce jour-là, après ma mort, on dira, bon, je continue la 5e partie de ce livre. Voilà. Thierry, tout de suite, Alioune Fantouré parlait de la nostalgie du pays. On a vu que dans les ouvrages d'auteurs guinéens, Camara Laye, toi, Alioune Fantouré, et tant d'autres, Cheikh Oumar Kanté et tant d'autres, il y a toujours cette Guinée qui est présente en vous. D'ailleurs, c'est toi qui le dis, que la littérature guinéenne d'expression française est extra-utérine. Pourquoi cet attachement au pays natal, à la terre natale, et aussi pourquoi vous vous projetez? Lui dit qu'il ramasse
toujours ces personnages, mais on ne le voit pas dans tes romans. Tu ne reviens pas sur... dans le cinéma, par exemple, il y a l'indépendance. On parle au cinéma de Sidney Bowala, Mamou. Mais on ne voit pas, il ne réémerge pas, et tu te lances dans le domaine de la mémoire. Oui, la mémoire, on en a besoin lorsque précisément on est arraché à la terre natale. La terre, surtout chez nous, dans nos traditions, c'est une forme de mère, c'est la mère essentielle. Lorsqu'on quitte son pays, lorsqu'on est coupé, lorsque le cordon ombilical est coupé, il y a un besoin intense du passé. On a un besoin intense de se souvenir de ce qui s'est passé, de l'enfance, du village, etc., etc. Et d'où la nostalgie qui est le principe essentiel, à mon avis, de notre création en tant qu'écrivain guinéen. Et en même temps, cette nostalgie, elle n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une nostalgie gratuite. C'est une nostalgie qui aboutit à quelque chose, qui aboutit à la reconstruction justement de la mémoire. Puisque l'exilé, c'est l'homme qui a perdu la mémoire. C'est l'homme qui est obligé de se redéfinir. Vous savez, on n'écrit que lorsque rien ne va plus. Quand tout va bien, on n'écrit pas. On n'a pas besoin d'écrire. Les gens heureux n'ont pas besoin d'écrire. Ce sont les gens malheureux qui écrivent. On écrit toujours après un choc psychologique, un choc esthétique, un choc émotionnel, un choc physiologique. Tous les livres du monde, tous les grands poèmes du monde viennent d'un choc. Et on va passer dans la rue un bel enfant. Cet enfant vous aimez à un tel point que vous courez chez vous, vous écrivez un livre. Ou alors, il y a le cas de Paul Éluard qui marche dans la rue, dans une rue de Paris, qui rencontre une femme très très belle. Il tombe follement amoureux d'elle. Il court immédiatement chez lui. Il écrit ce très beau livre qui s'appelle « Lettre à une passante ». Il ne s'adresse même pas à la femme, il ne lui parle pas, la femme ne sait pas que quelqu'un l'aime. Il va immédiatement chez lui, il écrit ce beau livre, peut-être le plus beau livre jamais écrit sur l'amour, qui s'appelle « Lettre à une passante ». Il aime quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît pas lui-même. C'est extraordinaire. Et c'est ça, justement, à mon avis, il y a quelque chose c'est le subconscient qui écrit, ce n'est pas l'intelligence. Pourquoi le subconscient? C'est parce que, précisément, la création, que ce soit par la sculpture, par la peinture, par l'écriture, c'est quelque chose qui touche à l'indéfinissable, quelque chose qui touche aux vagues, quelque chose qui touche à l'imprécis, quelque chose qui touche à l'inconscient. Et c'est cela. Et ça, on sent ça chez Prouté, par exemple. On sent effectivement, lorsqu'il dit qu'il a besoin d'aller vers ce gouffre qu'il est. Hein, un individu est un gouffre. Pourquoi un gouffre? Parce que précisément l'individu est un homme qui ne se connaît que partiellement, très partiellement. Notre vie même, notre propre personne, nous la connaissons très très mal. Et justement, c'est la création artistique qui permet de se révéler à soi-même. Ça, c'est très intéressant. Parce que moi, je me rends compte, depuis que j'écris, j'ai l'impression que je me connais mieux. Et lorsqu'on écrit, on a l'impression, lorsqu'on écrit sur sa douleur, par exemple, on a l'impression qu'on la supporte mieux. Depuis que j'écris sur la Guinée, j'ai l'impression de mieux supporter la Guinée. Si je n'avais pas écrit... Il y a une sorte de catharsis, quoi. Exactement, je serais peut-être devenu fou. J'ai écrit un roman sur le Rwanda, mais la douleur du Rwanda, c'est insupportable. C'est que je dis, mais quand j'ai fini d'écrire L'île des orphelins, je me suis dit, mais tiens, je supporte davantage maintenant le drame rwandais, le génocide rwandais. Alors que j'ai visité des centaines de milliers de crânes fracassés, de cervelles sur les plafonds, etc. etc. Et tout cela fait qu'effectivement, l'écriture est une thérapie. Oui. C'est une thérapie, oui. Allez-y, le débat est ouvert. Hein. Je voudrais faire suite à Tierno. C'était en décembre 1993, nous sommes en mission, je suis allé au Rwanda, au ministère de l'Industrie et de l'Économie. Comme chaque année, on se rencontre en région pour revoir où nous en sommes avec les projets et tout. On avait des collègues avec lesquels on travaillait pendant une semaine. Après, on disait, OK, on va voir comment le projet évolue. Et l'année prochaine, on envoie nos experts pour travailler avec vous. Et puis, on se rencontre l'année prochaine pour savoir où nous en sommes. Ça, c'était en décembre 1993. Et puis,
il y a eu lieu le Génocide. génocide. oui. En 3 mois, plus d'1 million d'êtres humains tués. Vers le mois de novembre, donc 1994, alors que ça s'était établi, nous sommes revenus au ministère de l'Industrie et de l'Économie. Je demande à des amis que je connaissais depuis des années. On me dit, allez au mémorial. Au mémorial. du Le génocide. mémorial que j'ai déjà visité. Ils sont là-bas. Ouais. Je suis rentré à l'hôtel, je tremblais. Comment on peut en arriver là? Des gens qui étaient de bonne volonté, aussi bien les Hutus modérés que les Tutsis, parlant la même langue, Ouais. et de 1893 à 1994, en 100 ans, on a fait une nation qui vivait depuis 600 ans ensemble, des ennemis des uns des autres. Nous devons faire attention. Absolument. Nous devons, cette manipulation du cerveau, ça devient, comme on dirait, une sorte de schizophrénie. C'est schizo. C'est ce que tu disais en ta façon. Il y a le monstre qui existe avec l'ange en même temps. Mais en Guinée, comme en Afrique ailleurs, que ce soit au Cameroun, que ce soit maintenant au Kenya et tout, nous devons faire attention. Sincèrement, quand le barrage du virus commence à couler, on ne sait pas où est-ce que ça va. Chaque nuit, personnellement, quand je me coupe depuis mon départ, la nuit tombe, je reviens ici, dans mon pays. C'est ce qui a fait que je tiens debout toujours. Alors, moi, je veux savoir, et aussi Fantouré, pour écrire, c'est vrai, est-ce qu'il ne faut pas être dans une grande désespérance vous avez parlé tout à l'heure de nostalgie, n'est-ce pas? Et alors, parce que, vous savez, les grands textes, comme vous venez de dire, on sait que, par exemple, Marie-Lie le sait, quand Senghor a perdu son fils, l'unique fils métis qu'il avait, lui qui a inventé le métissage, tout ça, alors Philippe Maguilène, il a commencé par presque être blasphématoire, ce texte. Dieu, pourquoi vous avez fait ça? Il était trop beau pour que vous l'ayez tué. Et ce texte, il a réconcilié. Il a fait son deuil avec cela. Alors, est-ce que vous, quand vous dites, je ne sais pas si tu n'avais pas écrit sur la Guinée, est-ce que tu pourrais revenir vivre en Guinée? Parce que j'ai dit, on peut réconcilier avec la Guinée. Hein. Et le Rwanda, après le Rwanda, vous savez, on a organisé des Boris, tout le monde a écrit pour justement faire le deuil de ce drame rwandais. Devoir de mémoire. Savoir aussi si, à Lyon, Fantouré, quand on est dehors, alors il y a Amadou Ali Dieng, qui est brillant intellectuel sénégalais, critique aussi, qui disait que regardez tous les beaux textes que les gens ont produits, ils les ont produits en étant à l'extérieur. Quand ils rentrent, voilà, peut-être parce que l'extérieur, la mélancolie, la nostalgie, la désespérance, le retour que le pays comporte en soi. Peut-être que tout ça, c'est très bon pour la création. Est-ce que vous pensez que ça peut... Vous avez écrit tous vos livres à l'extérieur? Oui. Voilà. Je pense que pour créer, il faut un minimum de distance. Oui. Cette distance, elle peut se faire réellement, concrètement, elle peut se faire aussi abstraitement. Je pense que même lorsque, comme Proust, on est sédentaire, Proust a très peu voyagé, il allait souvent à Cabourg, tout le monde le sait, mais je pense qu'il a dû quand même voyager très loin à l'intérieur de lui-même pour produire une œuvre aussi colossale que à la recherche du temps perdu. Voilà. Donc on a besoin de distance. On a besoin de sortir un peu de soi. On a besoin de chercher autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir dans le miroir. Et il disait tout à l'heure, nous devons faire attention. Il a raison, nous devons faire attention. Pourquoi nous devons faire attention? C'est parce qu'il y a une grosse nuit en nous, une grosse nuit noire à l'intérieur même de l'être humain. Et c'est la création qui nous permet de trouver le petit rayon de lumière permettant un peu de transpercer cette boule noire qui est en nous. Nous sommes des gens assez imprévisibles parce que nous ne nous connaissons pas justement. On ne sait pas du tout, personne ne sait ce qu'il va faire tout à l'heure. Comment il va réagir devant, je ne sais pas, le comportement de quelqu'un, quelqu'un vous insulte tout à l'heure dans la rue. Vous pouvez soit passer, sourire et passer, soit sortir un revolver et l'abattre.
voyez, les réactions sont absolument imprévisibles et souvent irrationnelles. Voilà. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, doyen, lorsque vous parlez de cette mémoire et de cette prudence qu'il faudra développer. J'ai été aussi au Rwanda et j'ai vu le mémorial et ça m'a replongé dans de profondes douleurs, parce que si vous dites que les peuples doivent être vigilants et éviter toute manipulation autre, je ne dis rien de nouveau lorsque j'évoque par exemple les drames qui avaient eu lieu en 89 entre la Mauritanie et le Sénégal, des peuples qui étaient très amis, qui étaient voisins, qui étaient parents, que tout lié. Et succinctement, tout de suite, on est parvenu à créer un drame entre ces peuples. Or, les populations elles-mêmes n'ont rien de particulier à se reprocher. Et ça conduit à ces drames-là. Et moi, ça m'a poussé, il disait très souvent, on écrit à partir de la douleur et tout ça. C'est à partir de là que j'ai écrit, par exemple, mon premier recueil de poésie qui s'appelle Les pleurs de l'arc-en-ciel, ensuite Les os de la terre et Une vie de Sibylle, qui racontait ces événements, mais qui racontait aussi les très fortes amitiés qui peuvent exister entre les populations et les peuples. Les enfants dans le même quartier, dans la même ville, ils n'ont pas besoin d'être blancs ou d'être noirs pour se connaître, pour se forger d'amitié, pour s'attacher les uns aux autres. Non, c'est juste qu'à un moment donné, comme dit Tcherno, l'être humain, autant il est humain, autant il est bestial. Quand on voit le drame rwandais, ou ce que nous avions frôlé en Mauritanie, nous n'avions pas atteint le drame au Rwanda, mais un drame ne peut pas se mesurer, ne peut pas se peser. Une mort est une mort de trop, un sang versé est un sang de trop. Et donc, de la même manière, on doit rester vigilant, éviter de créer des tensions entre des populations qui vivent ensemble, parce que tout de suite, on peut découvrir l'animal en chacun d'entre nous. Quand on voit qu'il y a des femmes qui étaient mariées à des Tutsis, à des Hutus, qui ont les mêmes enfants, et le mari parvient à tuer sa femme, ou l'inverse, ou à brûler ses enfants, parce que tout simplement, l'autre n'est plus la personne que j'ai chérissée, n'est plus la personne que j'aimais. De la même manière qu'on l'a vécu en Mauritanie avec les événements du Sénégal. Mais aujourd'hui, on parvient à surmonter ces drames, ces horreurs, mais il faut toujours se dire, il faut faire attention, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une reconvocation de l'histoire, et ça peut être encore plus dramatique. Donc les peuples, les hommes politiques, les dirigeants politiques, les leaders politiques, j'insiste là-dessus parce que c'est à eux d'être à l'avant-garde de ces faits. Il ne faudrait pas que pour des calculs politiques, pour des attitudes politiques, qu'on titille, qu'on pousse des populations de passer d'un extrême amour à une extrême violence. Je pense que c'est intéressant, surtout pour des peuples aussi qui sont voisins, des peuples... Quand je cite comme ça, par exemple, quand on a parlé du Rwanda, il y a le Burundi à côté. Mais ici, par exemple, quand on va parler du Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a la Guinée, il y a les autres pays qui sont à côté. On doit être vigilant là-dessus. Les peuples frontaliers n'ont pas de pays. Ce sont les mêmes populations, les mêmes langues souvent, les mêmes identités, les mêmes réflexes solidaires, d'une certaine solidarité. Donc on doit veiller à ça pour vraiment maintenir la quintessence même qui fait que l'être est d'abord un être d'amour et non un être de haine. Mais il faut savoir que dans chaque amour, il y a une dose de haine qui dort. Et ça peut être dramatique. Juste un mot, juste savoir cette vigilance dont vous parlez, c'est eux justement qui doivent être les lanceurs d'alerte, les écrivains. Parce que comme vous dites, c'est vrai, l'homme est ange bête, on le sait. Et ce qui a déclenché le génocide au Rwanda, c'est la propagande haineuse de la radio d'Émile Khalil. C'est que les médias ont un rôle à jouer là-dessus. Les auteurs, les écrivains. Parce que le problème, c'est que les médias vont plus vite. L'écrivain reste dans sa solitude. Il a le temps de la maturité de son écriture, du choix de ses personnages, du choix de sa création pour essayer de porter un message. Alors que les médias sont là dans l'instantané. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que les
choses peuvent aller très vite avec les réseaux sociaux, très vite avec l'Internet, avec des montages de photos, avec des manipulations de sons, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Imo, etc. On peut facilement faire des montages de photos, faire des montages de sons et déclencher des horreurs. Exactement. Et après, quand nous allons arriver, c'est que les pyromanes arrivent vraiment trop tard. Oui, Donc ça, Oui, Clément, après on passe à Jean-Pierre. Je pense que tous les grands drames de ce siècle, et même de l'histoire humaine, sont nés de la manipulation. Absolument. Mais la manipulation est devenue extrêmement dangereuse maintenant, puisque nous vivons le siècle de la télévision, de la radio, et maintenant des réseaux sociaux. Donc, il est vous savez, l'écrivain, son effet est faible. Pourquoi ? Parce que l'écriture, ça se lit lentement, ça se digère lentement. Il faut des années et des années pour que les idées d'un écrivain entrent vraiment dans la tête du public. Alors qu'un journaliste à la radio et à la télévision, avec un ou deux slogans bien sentis, il peut brûler la ville entière. Vous comprenez ? Et ce qui est curieux en plus, c'est que souvent, les grands drames se passent dans des pays où la différence entre les peuples est toute petite. Ouais, c'est le cas. Une amie juive me disait... Dans les soupçonnés. Une amie juive me disait, tu sais pourquoi les Allemands ont tué les Juifs ? Parce qu'il y a qu'une toute petite différence entre nous. La différence de religion, toute petite. Parce que vous savez très bien que la communauté juive d'Allemagne était la mieux intégrée d'Europe. Il y avait des directeurs d'opéra, il y avait des ministres, il y avait des grands écrivains d'art, c'est souvent d'origine. Personne ne pouvait comprendre personne ne pouvait imaginer ou prévoir la naissance du nazisme. À un tel point que lorsque Hitler est venu, beaucoup de Juifs ont été vers lui. Ils se sentaient concernés. La Grande Allemagne, oui, nous sommes Allemands, nous aussi. Donc nous voulons bien de la Grande Allemagne. Maintenant, le cas rwandais, c'est la chose la plus absurde qui puisse se passer. Au Rwanda, il y a soi-disant 3 ethnies. Et ces 3 ethnies ont exactement la même langue. Ils ont le même Dieu. Rwanda. Ils ont les mêmes coutumes alimentaires, vestimentaires. Il n'y a pas de quartier Hutu, il n'y a pas de quartier Tutsi. À un tel point, c'était très, très difficile de différencier un Hutu d'un Tutsi. Les Belges n'y arrivaient pas. Ils se sont dit, voilà, on est Tutsi quand on a plus de 10 vaches. On est Hutu quand on a moins de 10 vaches. C'est les anthropologues belges. Exactement, t'imagines ça ? Et on ne savait pas. Moi, j'ai vu le cas dramatique d'une jeune fille de 20 ans, la tête hachurée par des coups de machette. Elle est venue nous raconter son drame. Elle nous a dit que c'est son père, son propre père, qui lui a fait ça. Son père était Hutu, sa mère était Tutsi. Mais pourquoi son père a fait ça ? C'est parce qu'on avait mis une croix rouge sur leur maison. Donc, pour prévenir que le lendemain, les assassins allaient passer chez eux. Alors, le vieux, il a rassemblé sa famille, il dit, je ne laisserai pas ces salopards nous assassiner. Il dit, je vais vous tuer tous et je vais me tuer moi-même. Il a pris sa fille, il dit, comme tu es ma fille préférée, j'ai commencé par toi. Il a commencé à lui couper la tête et les gens sont passés devant chez eux sans entrer. Ils ont tous survécu. C'est terrible. Le drame même du Rwanda est là. Et c'est mon père qui m'a fait ça. Pas parce qu'il m'aime, mais parce qu'il m'aime. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Oui. Jean-Pierre, tu écris l'imaginaire comme le trou. L'imaginaire comme le trou. Oui, j'ai effectivement écrit dans ce livre l'imaginaire comble le trou. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir s'inventer des histoires pour se propulser dans la vie. Et parce qu'en fin de compte, on se raconte toujours des histoires, quelles qu'elles soient, aussi bien pour détruire un peuple, comme pour se détruire, comme pour se donner des raisons, je veux dire, dans la destruction, comme pour toute chose. On a besoin d'un imaginaire. Et moi, maintenant, à l'époque de ce livre, j'avais pris conscience que cet imaginaire était quelque chose d'essentiel, mais maintenant c'est quelque chose que je combats, parce que je trouve que l'imaginaire, c'est pour ça que je fais des sculptures qui ne représentent rien, et j'attends que les gens, mon combat à moi, comme j'ai peu de moyens, j'allais dire culturels en quelque sorte, enfin, mon moyen c'est la sculpture et la peinture, je génère des œuvres qui ne représentent rien
pour que les gens ne s'accrochent, et en leur disant, il ne faut pas y mettre un imaginaire dessus en disant ce sont des morues séchées, ce sont des œuvres, comme on m'a dit, des femmes, des êtres qui se promènent dans le désert avec des burnous, parce que chacun raconte sa propre histoire. Mais en politique, mais partout, chacun se raconte sa propre histoire. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'on cherche toujours à gérer ce qui ne va pas en soi et à y mettre une somme de langage pour que ça aille. Alors, les mots pour les dire, MAUX, c'est quelque chose qui va dans le sens de dire, quand on ne va pas, en fait, quelque chose qui ne va pas en soi, il faut essayer de l'intégrer comme quelque chose qui est positif et qu'il faut remettre en avant, qu'il faut soulever, mettre au grand jour, pour voir que ces mots MAUX qui ne vont pas, on peut y mettre une parole qui, elle, va rationaliser, mais d'une façon, pas dans l'imaginaire, mais dans une réalité. Je ne suis pas grand-chose, par exemple. Parce qu'on se raconte toujours des histoires sur une puissance que l'on a. On se veut être dans la toute-puissance d'une connaissance, tout le temps. Et moi, je mets en avant le fait que la connaissance, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'on l'apprend petit à petit et qu'on se l'acquiert peu à peu, mais soyons humbles, on est peu de choses, en fait. Mais et voilà. Moi, j'ai envie de vous demander, Jean-Pierre, quand on évacue son imaginaire, quand on est devant vos œuvres, Oui. comment se faire pour se les approprier? Comment, oui, parce que si on n'a pas cette et, représentation, alors parce que les vous gens, dites, évidemment, il veut se faire un état de vacuité totale, mais... Ouais, ouais. Les gens, alors effectivement, c'est compliqué, je reconnais que c'est compliqué, c'est pas une opéra. Je me rends compte qu'on est peut-être dans... Moi, j'aimerais écrire un livre où on ne parle jamais des autres. On ne parle... C'est comme si on était animé par des événements, par des situations, par des choses qui nous entourent, qui nous enrobent et dont l'œil travaille successivement, mais on est envahi de ces choses, de cette atmosphère, et c'est cette atmosphère qu'il faut essayer de décrypter, parce que c'est celle-là qui pèse, c'est celle-là qui génère le mal en nous, en quelque sorte. Alors, évidemment, c'est extrêmement complexe. Voilà, alors, on a tendance à, effectivement, nommer les choses. On a besoin de nommer. C'est ça qui est terrible. Il faut nommer les choses, oui. Et après, on passe aux échanges avec les étudiants. J'adore cette phrase de Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Oui. Il faut nommer précisément. On doit nommer. Oui. Oui, Sada. Non, juste, j'apprécie. Voilà, nous sommes, c'est un débat public. Vous avez Alioune Fantouré, Thierry Monélimbo, et je pense qu'il sera louable que les étudiants, participent à cette émission, ce débat. Je ne sais pas qui est-ce qui est... Vous qui êtes là. Oui, monsieur. C'est Alioune Fantouré. Je vous pose cette question-là. Vous avez choisi cet enfant qui implique ici votre manière d'être tolérant. Donc, vous étiez tolérant à l'égard de quoi? Est-ce que dans votre société, il y avait d'intolérance, ou bien en Afrique, ou bien dans le monde, il y avait d'intolérance, ou bien c'est un simple choix sentimental pour vous, ou bien c'est votre idéal? Vous avez raison de poser cette question, parce que tolérance, c'est d'abord accepter l'autre comme une partie de soi-même. Pas l'autre comme l'autre, mais comme une partie de soi-même. Ça, c'est la base de la tolérance. Je suis, avec ma perception de la vie, j'aime la vie. C'est tellement beau quand le jour se lève. Pourquoi pas vous? Et puis se dire en ce moment-là, elle est différente. C'est de ça, déjà se mettre à côté de l'autre, sur l'autre rive. On se sépare de sa société. Le mot que vous dites ici, vous devez vous dire au niveau purement des mathématiques, 2 par 2, 4, par 4, 16, et puis ça continue. Vous dites un mot qui va à l'encontre de l'autre. N'oubliez pas que l'autre, croyant en vous, va répéter la même chose. Il va le répéter soudain, ça devient
une sorte de mer, de haine, on ne sait même pas comment ça commence. Parce que simplement, sans vous rendre compte, vous avez des mots qu'il ne fallait pas. Et les autres croient en vous. C'est pourquoi pour moi, la tolérance. Dans mes livres, il n'y a pas de haine. Il y a des êtres de bonne volonté qui se battent contre l'injustice. Vous devez vous imaginer comment fonctionnait un moment chasseur de tête. Je recrutais des meilleurs experts du monde que j'envoyais en Guinée. Au moment où ces gens partaient, ils étaient tout heureux. Ah, M. Touré, c'est fantastique. Je vais aller là et tout. Et je vais parler d'un que vos amis disent. Si vous dites mon nom, vous ne pourrez plus travailler. À qui vous parlez, il sera arrêté. Mais vous allez venir après pour débriefer. Ne dites rien, vous ne me connaissez pas. Ok, monsieur? Et ça a duré des années. Je n'aime pas beaucoup le mot tolérance. Vous savez, lors des États généraux de la Révolution française, il y a eu un grand débat entre l'abbé Sieyès et Danton, l'animal Danton. Oui, l'abbé Sieyès disait qu'il faut promouvoir la tolérance. Danton a dit, l'animal Danton qui était très coléreux, il a rugi, il a dit « Je n'ai pas envie d'entendre parler de tolérance. La tolérance est le fait du prince. Je tolère parce que je peux ne pas tolérer. » Il a dit à la place du mot tolérance, je propose un mot sans homonyme ni synonyme, c'est le mot liberté. Liberté pour tous les êtres humains. Okay. Oui. Je voulais juste réagir par rapport à ce qu'il disait maintenant de nommer, de dire les choses. C'est vrai que souvent, il y a une forme de catharsis de nommer les choses, de dire les choses. Mais par moments, lorsqu'on les nomme, peut-être qu'il y a une sorte d'incompréhension derrière. Moi, par exemple, au moment d'écrire, c'est vrai que lorsqu'on lit L'aîné des orphelins ou tous les autres livres qui ont été écrits sur la question du Rwanda, Devoir mémoire avec Fest Africa, on s'aperçoit que les auteurs ont volontairement voulu nommer, donner des images réelles. Quand Tcherno parle de cette fille qui a eu la tête tranchée par son père et tout, de la même manière, quand j'ai voulu écrire, par exemple, sur la question mauritanienne à un moment, j'avais voulu nommer les choses, dire les choses. Dire pourquoi? Parce que je sais que ça fait mal de dire les choses. Mais on a très mal interprété le fait que tu nommes les choses, que tu dises les choses, que tu développes en extrême. Non, tu ne le développes pas, tu le nommes. Mais le problème là-dedans, c'est que les mots, en disant sang versé ou gorge tranchée ou quelqu'un qui s'est défenestré, c'est un mot. Mais est-ce que vous imaginez le poids que ça représente face à une personne qui a eu son père ou sa mère ou quelqu'un d'autre qui a été tué? Le mot n'a pas cette force-là, mais le fait de nommer, ça fait penser, ça fait donner idée à quelqu'un d'autre qu'il faut faire attention aux gestes que nous faisons parce que ça peut conduire au drame, etc. D'où le fait que j'ai sciemment créé BIOS. Mon prénom réel, c'est Moussa, c'est pas BIOS. Mais BIOS, ça veut dire bonheur impossible sans une organisation solidaire. C'est mon projet pour cette Mauritanie-là. C'est pour pouvoir dire que si on a besoin de vivre ensemble, si on a besoin de s'accepter, si on a besoin de se tolérer, il faut savoir être solidaire, il faut savoir s'organiser, il faut savoir apprécier l'autre, accepter l'autre dans sa différence, comme dans la complémentarité qu'il peut avoir avec nous. Et c'est ça qui est important là-dedans. Mais malheureusement, souvent, lorsqu'on nomme les choses, d'autres qui ont l'opportunité de faire une propagande derrière peuvent déconstruire ce que nous disons en donnant le contre la production. Merci. OK, des réponses succinctes. Monsieur, la question. Voilà. La question est que, moi, je m'appelle Tierno Suleiman Diallo, étudiant en licence 4 langue française à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Ma question est de savoir quel est le conseil ou quels sont les conseils que ces guides-là peuvent nous donner face à cette politique qui est en train de malmener aujourd'hui cette jeunesse guinéenne. Parce que ma préoccupation, je vois qu'à ce niveau, nous vivons dans une société où... Bon, vous avez posé la question? Oui, j'ai posé. Ok, donc pas de commentaires, conseils, je pense que les auteurs peuvent le dire. Mais bon, on ne fait pas de politique, bien sûr, mais ils peuvent vous donner des conseils, pour vous les jeunes. Vous ramassez les questions et puis vous répondez au fur et à mesure. Ok, peut-être pour monsieur gagner du temps. Ok. Il signale qu'on est enfin. Oui, je fais 2 heures. Puis... À 2 heures, ok. Merci à tous. Moi, j'ai une question pour M. Jean-Pierre.
Bon, au cours de votre exposé, vous avez parlé tout à l'heure du côté négatif, Micro. du point négatif qui se trouve dans l'intérêt de l'homme. J'aimerais savoir quels sont les moyens que vous disposez aujourd'hui pour extirper ces côtés négatifs dans le fort intérêt de l'homme. J'ai pas entendu la fin, excusez-moi. Vous avez parlé au cours Oui, de votre j'ai entendu le côté négatif, effectivement, mais j'ai pas entendu le dernier mot. Les moyens pour Oui, en j'aimerais sortir. savoir quels sont les moyens que vous disposez pour vous. Comment Vous sortir de disposez cela pour, sortir. Ok, tu retiens la question, monsieur? Ok, bonsoir à tous, c'est Bairi Amadou Bella, étudiant en licence 4, journalisme à l'ISIC de Kountia. La question va à l'endroit de l'équipe en général. Je voudrais rappeler ici le combat qu'a mené les écrivains dans la lutte pour la décolonisation de l'Afrique, l'indépendance et par après contre les choses bien mal faites par les dirigeants africains. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que les écrivains ont un peu pris la position de simples observateurs face aux problèmes qui assaillent le monde aujourd'hui. Je me demande alors, est-ce que c'est la société qui les a mis dans cette position ou bien ce sont les pouvoirs politiques actuels qui ont des stratégies qui empêchent les écrivains d'aujourd'hui à sortir la tête? Ok, monsieur. Voilà, bonjour tout le monde. Moi, c'est Kaloum Madou Saïdou et permettez-moi de dire que si je comprends bien ce que vous avez dit ici, c'est que les écrivains, quand il y a un problème, ils se sentent, c'est qu'ils ressentent une maladie à l'intérieur d'eux, quoi. Donc, du coup, je voudrais savoir pourquoi ne pas sortir vraiment au dehors et puis se manifester, dire à tout le monde, prouver à tout le monde, montrer à tout le monde qu'on se sent mal à l'intérieur. Parce que écrire seulement, deux fois, je pense que c'est un peu... C'est que tout le monde ne lit pas, quoi, à vrai dire. C'est ce que je voulais dire. Voilà, je voudrais savoir pourquoi ne pas sortir et puis se manifester. Monsieur? Qu'ils manifestent, qu'ils Bon, les deux dernières questions. qu'ils battent le macadam. Ils veulent que les écrivains marchent dans la rue. Alors là, Je me nomme Sila Mohamed Amin, étudiant à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC Kountia, concentration audiovisuelle. J'ai une question pour M. Alioune Fantouré et Tierno. Au fait, c'est concernant les écrivains qui ont été exilés à un certain moment dans l'Afrique des indépendances et qui ont écrit hors de leur pays. Hors de, s'il vous plaît. Hors de leur pays. Hors de leur pays. Ok. Selon les explications de certains de mes professeurs en classe, surtout sur la littérature des indépendances, Oui. ils disent souvent que ces écrivains ont écrit contre l'indépendance, ces nouveaux maîtres, c'est parce qu'ils étaient sous pression de pays comme la France, l'Angleterre, le pays d'accueil en un mot. Est-ce que vous avez été victime de cela? Allez-y. Oui, je voudrais saisir cette occasion, Monsieur Mohamed Salif Keita, pour vous féliciter d'abord et vous demander le secret de la longévité de votre émission. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas une émission de culture populaire comme ça passait à l'époque, les PC. Ce n'est pas une émission sportive qui va faire adhérer tous les jeunes. C'est une émission qui passait à une heure tardive et que moi, personnellement, j'attendais pour suivre. Et on peut dire que ça pouvait ennuyer quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Mais malgré tout, vous vous y êtes mis et malgré tous les autres postes que vous avez occupés dans l'administration, vous avez tenu bon. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais que vous me contaminiez et en même temps la jeunesse. Ok, merci. Ça, c'est la première question. La seconde question, beaucoup d'ouvrages ont passé sous vos mains au cours de ces 32 années-là. Quel est celui qui vous a marqué le plus et pourquoi? Bon, je finis par me présenter, c'est Alpha Sissoko. Je suis assistant consulaire à l'ambassade d'Allemagne et membre de l'association des amis de l'Allemagne pour le développement. Je vous remercie. Merci. Je suis Keita Aïcha, la chargée de la communication de l'Office de la Poste guinéenne et assistante ressources humaines. En effet, je remercierai d'abord et je souhaiterais encore une fois un joyeux anniversaire d'émission à M. Keita, parce qu'il ne faudrait pas que je monte 32 ans d'émission, c'est une seule fois
en Guinée, il n'y a pas d'autre émission de 5 ans, peut-être même 6 ans, mais 32 ans, c'est la première fois. Donc aujourd'hui, j'ai une question qui va à l'encontre de M. Alioune Fan Touré. Et avant d'abord de poser ma question, je tiens à lui dire que je l'admire, j'admire sa personnalité ainsi que son éloquence, que je dis même que j'aimerais bien vous imiter, mais hélas, j'y arrive pas, mais je vais continuer. Donc, c'est vrai que vous avez parlé de, comment dirais-je, de la source de motivation de vos romans. De quoi est-ce que vous vous inspirez? Mais moi, je me dis, est-ce que vous êtes prêt à revenir vous installer en Guinée? Et est-ce que la Guinée pourra aussi vous inspirer? Parce que moi, je me dis qu'en Guinée, on a besoin des hommes comme vous, mais pas qui évoluent vers la France, l'Europe ou, je ne sais pas, les États-Unis. On a besoin d'une personne comme vous dans notre gouvernement. Excusez-moi, mais... Ok, mais on a vraiment besoin de vous en Guinée. On a besoin de vous en Guinée, voilà. C'était ma question. Merci mademoiselle Keita. Je crois qu'il y a une question à M. Alioune Fan Touré. Oui. Je commence par vous et puis qui répond tout le monde puisqu'il y a des questions qui intéressent tout le monde ici. Très bien, très bien. D'abord, pour commencer, j'ai un principe, ne jamais me mêler la politique. C'est pourquoi j'ai travaillé aux Nations Unies. Pour servir la terre entière, j'ai fait le tour du monde et en Afrique. J'ai été presque dans une 50aine de pays et puis chargé des mouvements de libération à un moment. J'allais juste dans les camps de l'ANC, de SWAPO et tout, pour l'assistance et tout. C'est ce qui m'intéresse dans la vie généralement. Mais nous sommes devenus indépendants, on était encore étudiants. Terminé, la plupart des collègues qui étaient entrés ont payé de leur vie. Mais un écrivain, c'est d'abord un amoureux des livres, un amoureux des monuments, tout ce qui est culture qui vous permet d'être absolument donc à la disposition de l'humain et non pas ce qu'il est. Parler au plus petit des humains parce qu'il n'y a pas, disons, au point de vue âge, pour le pouce à gagner qu'il faut jusqu'au plus vieux. Mais quand on dit politique, on prend toujours parti pour ou contre. Et moi, j'ai choisi l'humain, le cœur. En enfance, comme on a 15, 16 ans, 17, le samedi, dimanche, le jeudi, on voit les autres partir voir leurs parents. On reste à l'internat. J'avais un compagnon absolument extraordinaire. Ça peut être Gogol, Dostoïevski, Goethe. Tous ces auteurs qui venaient vers moi, extraordinaires. Je pouvais lire un livre de 400-500 pages pendant le week-end pour ne pas penser à ma solitude. Pour moi, c'est ça d'abord l'écrivain, donc l'amour du livre, l'amour de la lecture, et puis penser aussi, quand on dit Platon, 4 siècles avant Jésus-Christ. Mais quand on le lit, ma fille, c'est comme il a écrit avant-hier. C'est ça l'esprit humain. Il a écrit la République. Et tous les termes de la gestion de nos gouvernements d'aujourd'hui, de la liberté, la libération, donc révolution de 1789 et tout le reste, et toutes les autres révolutions humaines, je ne parle pas de 1917, qui nous a trahis. 1759 aussi, tout est parti de là. Pour moi, le principe d'être écrivain, c'est quand ma fille vous aurez fini de lire un livre. Votre, que Dieu vous donne vie, enfant, disent maman, où se trouve Fan Touré, où se tient le Mounenembo, je vais lui parler. Et dire maman, ma fille, mais il est parti depuis 50 ans. C'est ça l'écrivain. Parce que soudain, l'enfant qui lit ce livre, c'est comme si on lui parlait. C'est pourquoi l'écrit a besoin de la vérité, de ne pas diviser l'être deux amis, des membres de la famille. Il doit parler au cœur, à l'humain. Une fois qu'on a saisi ça, on peut écrire. On peut écrire en ce moment-là. On n'écrit pas pour quelqu'un. La plupart des écrivains engagés viennent et disparaissent avec le régime qu'ils ont suivi et qu'ils ont servi. Dire cela, si vous devez écrire, chacun de vous peut écrire.
D'abord, ne pas voir un être humain en fonction des intérêts qu'on puisse en tirer, mais en fonction de l'être qui peut être mon frère, ma sœur, mon voisin, mon alter ego. Quand moi j'écris, je pense à mon alter ego. J'en ai parlé déjà, c'est mon alter ego. C'est comme moi je me mettais à sa place. C'est pourquoi dans mes livres, il est très difficile de trouver la dureté de ton. L'empathie, c'est important. Et exactement dans ma vie, non, je suis quelqu'un qui vit caché. Il est dangereux ce monsieur. Parce que je suis dans mon coin d'Autriche là, et en train de lire et tout, écrire, et il commence à me déranger. D'abord, je dis à Bouba, je dis, mais pourquoi qu'est-ce qu'il lui a dit que j'existe? Alors finalement, il a réussi à me faire venir parce que j'ai lu tout ce qui a été fait et tout. Je dis donc, d'accord, je dis à ma femme, je dois aller, hein, alors il n'y a pas de problème. Mais je dis simplement, pour moi, la Guinée, nous avons grandi dans une atmosphère extraordinaire de jeunesse. Il n'y avait pas de groupe ou quoi que ce soit. C'était un temps, quand je parle à mes enfants quand ils étaient jeunes, je parlais de la basse Guinée, de la moyenne Guinée, de ces montagnes, et puis du côté de la haute Guinée, à tel point que quand ils sont venus, on a fait toute la Guinée, et ils avaient reconnu toutes les parties quand les enfants que je leur disais. Et c'est pour moi, c'était ça. Ça, c'était ma victoire, qui ne savait même pas qui est qui. Alors quelqu'un leur pose, vous êtes quoi? Et on a dit un mot ethnique. Et il court vers ma papa, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, oublie ça. Et c'est ça qui m'a fait écrivain. S'il vous plaît, soyez comme cela. Le monde vous sera ouvert. Ok. La question, est-ce que vous avez été sous la pression dans les pays où vous avez vécu pour que vous écriviez sur les guides providentiels? Je crois que je résume, c'est ce qu'il a voulu dire. Et aussi, il pense que vous, écrivain, vous êtes dans votre solitude, vous écrivez, mais est-ce que vous pouvez sortir dans la rue pour manifester? Alors, je crois que ce sont des questions qui ont été posées à tous les écrivains. La première, est-ce que vous avez été sous pression pour écrire des livres sur les guides providentiels? Mais comment voulez-vous qu'on exerce une pression sur un écrivain? Voilà. On ne peut pas obliger un écrivain à écrire ce qu'il ne veut pas. Personne ne peut le faire. Un homme politique peut être sous pression, pas un écrivain. Ce n'est pas possible. Vous êtes seul dans votre salon, dans votre chambre, vous écrivez qui va vous faire pression sur vous? Parce que d'une certaine manière, souvent, je le dis aussi en tant que journaliste, en tant que critique, très souvent, on a pensé que les auteurs qui vivent à l'étranger écrivent sous commande, écrivent sous le fait qu'on leur demande, par exemple, de parler de régime, de critiquer les pouvoirs publics et tout ça. Au temps de la Guinée, par exemple, au temps de Sékou Touré, j'allais dire, beaucoup d'auteurs ont pensé que s'ils écrivaient, c'est parce qu'ils étaient à la solde de la France et le président leur a posé cette réplique-là. C'est un peu comme ça que c'est le sens de la question du jeune. Ok. Jean-Pierre, il vous demande de revenir sur l'imaginaire qui comble le trou. Tu peux y répondre? Je pense oui, j'ai déjà répondu à cette question, mais malgré tout, j'aurais tendance à renvoyer à la personne qui interroge sur cette question. Qu'est-ce que pour vous l'imaginaire? Quelle action elle a sur vous? Et donc je ne donnerai pas de réponse, je vous renvoie à vous simplement. Voilà. Je voudrais répondre quand même à Fantouré sur cette notion d'individu, parce que ce que je pense, pour répondre à la question du monsieur, comment on parvient à être ce que l'on est, comment on aboutit de la sculpture à l'écriture. Il y a quelque chose qui a à voir avec la vérité de soi. Et quand je parle de la vérité de soi, c'est de cette dualité qu'on a en nous. C'est-à-dire qu'en fait, on est deux personnages. On est le personnage qui a ses petits intérêts, et on est le personnage en soi qui a une forme de pensée conviviale avec les autres. Et c'est la résolution de cette dualité. Il est fondamental de résoudre cette dualité. Alors, la peinture et la sculpture, moi je me suis servi de mon corps comme mouvement pour comprendre qui j'étais.
C'est-à-dire que beaucoup de peintres, vous verrez, beaucoup de peintres modernes travaillent dans la spontanéité. C'est-à-dire le geste est une parole. Donc on se jette sur la toile, on se jette sur la sculpture, et ça laisse une trace. Et cette trace est quelque chose qui est inhérente à soi de vérité. Donc c'est ce mouvement-là qui est important. Mais plus, avec les années, on avance, c'est pour ça que l'art, l'écriture, on fait pareil avec l'écriture, c'est les mots qui entraînent. Et une fois que les mots entraînent, ils entraînent une pensée, et cette pensée nous mène, et elle nous mène vers quelque chose qui nous est propre à soi, qui est un condensé d'unification entre la personne qui est mal pensante, parce qu'on a toujours quelque chose qui regroupe nos intérêts privés, personnels, etc., etc. Et c'est ça qu'on veut résoudre. Voilà. Stéphanie Koubedou, sur la question. J'aimerais plutôt, bonsoir à tous d'ailleurs pour commencer, et félicitations pour cette manifestation. C'est peut-être un commentaire ou une remarque en vous écoutant. Il a été question de mots, il a été question de dire, de paroles, mais en fait j'ai comme l'impression qu'il y a comme un dénominateur commun dans tout ça. C'est-à-dire, je pense aux écrivains, à leurs témoignages, je pense aussi à la question de Mamadou, puisqu'il représente le lecteur, en fait, avec tout ce qu'il a dit. Et il me semble que dans tout ça, on pourrait peut-être proposer un petit sous-titre qui serait, ce qui m'est venu à l'esprit, de la difficulté de dire les mots M-O-T-S et /M-A-U-X. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, enfin, ce qui émerge en vous écoutant, une difficulté de dire quelque chose qui se manifeste par l'absurdité dont Monenembo parlait, évidemment. Difficulté, parfois, de décrire ce qui s'est passé, je pense au Rwanda. Difficulté de trouver les mots qui arrivent néanmoins après un parcours qui va de la peinture à la sculpture et enfin à la parole. Difficulté de trouver les mots, donc les mots d'un jeune, d'un étudiant, d'un lecteur qui se dit « Nous avons besoin de vos mots pour dire M-O-T-S, pour dire nos mots, M-A-U-X ». Donc finalement, il me semble qu'il y a dans tout ça une véritable relation très étroite entre le fait de chercher les mots, essayer de les trouver. Après, c'est à vous, les artistes, évidemment, de faire tout ce travail. Et en même temps, un dialogue avec le lecteur qui est en demande, qui a besoin de ces mots. Alors, il me semble que c'est peut-être quelque chose, de mon point de vue, c'est ce que je retiens et que je voulais juste partager avec vous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voulez plutôt commenter autrement. Je voulais juste dire, je fais une nuance entre la parole et les dires. C'est ce qu'elle vient de relever, je voulais le dire tout à l'heure. La notion de dire, c'est une notion plus complexe que de parler. Voilà. Et alors, chacun de vous doit prendre la mesure de ces dires. C'est pas de moi, c'est de Lacan. Oui, je suis parfaitement... disons, je partage l'analyse que vous en faites parce que tout simplement, il y a une synergie entre les mots, entre le dire, entre le nommer et nommer des mots, c'est-à-dire des douleurs, à travers des mots, c'est-à-dire le dire, l'écriture même. Et ça, c'est quelque chose d'absolument interactif entre l'écrivain et le lecteur ou bien l'auditeur qui écoute. Mais je suis un peu partagé par le fait qu'il y a une question relative à la politique. Pourquoi elle invitait, par exemple, M. Fantouré à venir... il décline l'offre tout simplement, et l'autre qui disait que est-ce que les écrivains ne doivent pas arrêter d'écrire pour battre le pavé, descendre dans la rue? Moi, à mon sens, je suis réfractaire à la politique. J'aime pas la politique parce que tout simplement, j'ai défini la politique en un mot. Ça peut plaire ou ça peut déplaire. Dans politique, il y a politique, P-O-L-Y, plus loin, tic. T-I-Q-E-S, c'est-à-dire ce sont ces insectes-là qui vous piquent et qui vous sucent le sang. Pour moi, oui, non mais, parce que pour moi, la politique c'est ça.
La politique, c'est une pluralité d'éthiques. Il n'y a pas d'amis en politique. Vos amis d'aujourd'hui peuvent être vos pires ennemis de demain, peuvent être vos destructeurs, peuvent être ceux-là même qui voudront votre moi, voire même qui vont vous passer au trépas. Parce que tout simplement, la politique, c'est une question de contingence, c'est une question de circonstances, c'est une question d'intérêt. Donc, j'aime pas la politique parce qu'en politique, on tue tout le temps et sans vergogne, parce qu'il n'y a que l'intérêt de soi qui permet, qui intéresse. Donc, j'aime pas me mêler de la politique, mais même si dans la société ou dans la vie, on dit tout ce que vous faites, c'est de la politique. Mais personnellement, je ne suis pas un acteur politique de terrain, j'écris, et quant à battre le pavé, parce que j'ai de la distance par rapport au pavé, parce que ceux qui vous interpellent, qui vous disent, bon voilà, on va descendre, on va manifester aujourd'hui contre le pouvoir, ou on va manifester aujourd'hui contre ceci, contre cela et cela. Mais vous pouvez être instrumentalisé, vous pouvez être utilisé, vous pouvez être exploité. On peut utiliser votre image, le fait que vous soyez là à manifester avec eux. Et donc pour moi, je suis très prudent sur cette question. J'ai mes idées, je peux faire mes tribunes, je peux écrire dans la presse, je peux écrire quand je décide d'écrire, mais je ne cède pas au fait de viens descendre dans la rue et manifeste. Je le laisse aux autres, je suis observateur, j'essaie de voir. Ok, Birgit Kos. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avant? La politique changera toujours. Et beaucoup de gens ne savaient pas que hier, ne savaient pas demain, qu'est-ce qu'on a dit hier. Mais la littérature, c'est la chance de recevoir une vue des pays étranges, et ça reste. Et c'est à moi, quand je lis un livre, c'est un livre pour moi et pour entendre quelque chose de nouveau. Et c'est une grande, grande chance. Et c'est une grande chance d'avoir une intention et une voir qu'est-ce qui se passe en Afrique avec la littérature. Et pour ça, c'est important de lire et de venir ensemble pour parler de ça. Voilà, je réponds à la question de M. Sissoko. Je sais que c'est avec perspicacité, abnégation et surtout la volonté de faire mon travail. Et comme Sadakad, nous n'avons pas d'autre visée et comme le dit le professeur Marli Gassama, nous sommes indifférents. Nous sommes indifférents et nous faisons notre métier. Vous savez, j'aime beaucoup les livres des auteurs guinéens, de Kierno, d'Alioune Fantouré, de Kaba 41, ses poèmes et tant d'autres. Mais dans ce métier, nous sommes des passeurs de paroles. Vous voyez beaucoup de livres, j'ai tellement lu, j'en ai tellement, et donc on ne s'attache pas à dire j'aime tel livre, j'aime pas tel autre livre. Et donc on se place dans le sens de notre métier, on l'adore. Et j'ai commencé à l'âge de 23 ans, cette année j'ai 57. Et voilà, je suis heureux que l'émission ait 32 ans et que nous ayons eu l'occasion d'amener dans notre pays toutes ces sommités intellectuelles et littéraires. Et il est vrai que sur ce plateau, le professeur Marie Gassama est là, il est dans la salle, et Désiré de Joléa, ils ne sont pas sur ce plateau. Mais nous sommes très heureux d'avoir offert ce plateau, cet espace à ces écrivains, et aussi donner la possibilité aux étudiants guinéens durant deux jours de les écouter, de les approcher et de les connaître. Et je pense que je m'en félicite et que certainement très prochainement on le fera. Mais je suis très heureux qu'ils aient fait le déplacement de Conakry. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement de Conakry, de participer à cette émission, de participer à ce colloque. Mais je ne vais pas fermer les portes-fenêtres de cette émission sans vous lire ce texte de cet ouvrage d'Alioune Fantouré, Le voile ténébreux. C'est un poème. J'ai si bien adoré ma terre natale que privé de liberté, je me suis introduit en elle, confondu en elle. Désormais, je n'ai plus de forme, je ne suis que ma terre natale, dont l'avenir se nomme liberté, espoir. Dont l'avenir se nomme liberté, espoir. La liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté de parler et l'espoir. L'espoir, c'est vous, les jeunes, vous, les étudiants, et nous comptons sur vous. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi ce spécial 32 ans de Papier Plume Parole. Autour de cette table, sur ce plateau, vous avez Jean-Pierre Pourtier qui nous arrive de la France, en l'occurrence de la région de Toulouse, de Carlabaye.
terre de Pierre Bayle. Monsieur Alioune Fantouré, qui est très connu, qui est de la Guinée, mais qui nous arrive de Vienne, de l'Autriche. Monsieur Sadakan, qui a animé cette émission avec moi. Nous sommes en complicité depuis bientôt 30 ans. L'habitué de cette émission, Kirno Monenembo, qui est notre frère, grand écrivain que vous connaissez tous, et notre frère Bios Diallo, qui nous arrive de la Mauritanie, sans oublier Brigitte Kos, qui nous arrive de l'Allemagne, et aussi Stéphania Kebedou, qui est professeur à la Sorbonne, de littérature comparée, grande spécialiste de littérature comparée. Et vous avez Marélie Gassama hors caméra, vous avez Désiré Joléa hors caméra, vous avez Sophie Garnier aussi hors caméra, qui a fait un documentaire sur Thierno Monenembo, dont on a diffusé une partie au cours de ce débat. Et je suis très heureux de vous avoir devant votre petit écran. Et ce soir, nous avons parlé de littérature et nous avons parlé de tout ce qui concerne la réflexion, la littérature. Et c'était ce que j'ai voulu pour la Guinée, pour que Conakry devienne en 2 jours la capitale de l'intelligentsia africaine et francophone. Bonsoir. Voilà, c'est...